Chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, je vais demander à Jean-Louis Isenberg si la démocratie est encore compatible avec la grande finance. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui encore, les peuples décident réellement de leur avenir ou bien est-ce la grande finance qui gouverne à leur place? Bonsoir Jean-Louis Isenberg. Bonsoir Jackie Kessou, merci de votre invitation et bonsoir à l'équipe de TVADP et aux internautes qui nous regardent et nous écoutent attentivement. Merci. Alors, Jean-Loup, tu es journaliste d'investigation et tu es l'auteur de nombreux ouvrages, tu en as présenté quelques-uns ici, de nombreux ouvrages critiques sur le pouvoir économique et politique. Et aujourd'hui, tu publies un nouveau livre, L'enjeu, les souverainistes face à la grande finance. Dans ce livre, tu décris un affrontement décisif entre la souveraineté des États et un pouvoir financier largement hors contrôle démocratique. Un affrontement qui concerne directement nos libertés, nos institutions et notre avenir collectif. Ce livre est en 3 parties. Alors, commençons par la première, qui concerne ceux que tu nommes les destructeurs. L'origine de l'oligarchie, la corporatocratie, j'ignorais le terme, sa composition, son organisation. Alors, chers amis internautes, il faut le lire. Alors, Jean-Loup, pour commencer simplement, quel est selon toi l'enjeu fondamental de ce combat entre souverainistes et grande finance? L'enjeu, c'est tout simplement l'avenir des peuples, c'est la question de la construction d'une société démocratique face à un pouvoir hyper puissant qui est celui de la grande finance, qui dirige une bonne partie du monde, et un pouvoir qui n'a pour seul objectif que la recherche du profit maximum immédiat, d'accumuler du capital, quelles que soient les conséquences environnementales et sociales. Si tu permets, je voudrais quand même préciser, parce que j'ai effectivement, comme tu l'as dit, construit le livre en 3 parties. La première partie porte sur la grande finance, le pouvoir qui est dominant. La deuxième partie, plus courte, c'est 5 questions sur l'Union européenne par rapport à ce que l'on voit, au message que l'on entend dans la société française, savoir si l'Union européenne est démocratique, si elle peut être réformée, etc., etc. Et la troisième partie, donc, le mouvement souverainiste français. Et je me suis attaché au mouvement souverainiste français parce que c'est le seul mouvement qui fasse une proposition de sortie de crise et de sortie de guerre, des propositions qui sont différentes d'un parti à l'autre, mais c'est un mouvement qui est très riche, puisque tu as dedans des gens qui viennent de différents courants de pensée, souvent opposés. Tu as des nationalistes, des communistes, tu as des gens qui viennent, je veux dire, de toutes les gaullistes, de toutes différentes familles politiques. Mais on en reparlera tout à l'heure, je pense, quand on fera un état des lieux J'ai dit une partie que je ne connaissais pas d'ailleurs. De ce mouvement souverainiste. Et j'ai voulu, alors justement pour éviter de faire une enquête qui soit un pavé, qui soit quelque chose de difficile à lire, construire ma première partie sur la grande finance par une succession de tableaux que j'ai extraits de mes 30 années d'enquête sur les rapports entre la grande finance et le pouvoir politique. Bon, ça traite à la fois de la justice, comment truquer les marchés, comment placer les politiciens à des postes à responsabilité à la tête de grandes sociétés ou dans l'appareil d'État. Donc, c'est une succession de tableaux qui donnent, comme tu as pu le voir, des aspects que les gens souvent ne connaissent pas sur la grande finance. Et que Il est très, très agréable à lire. D'abord, ça commence comme un roman policier, c'est ce que je t'ai dit dès le début de ma lecture. Et il est très facile à lire, justement, avec ces tableaux, et on peut le lire un peu dans le sens qu'on veut. Enfin, il vaut mieux aller de A à Z, mais c'est vraiment très intéressant et facile. C'est un ouvrage qu'on peut consulter lorsqu'on veut une question précise, une réponse précise à une question. Alors, quand tu parles de grande finance, de qui parle-t-on concrètement? Quand on parle de la grande finance,
c'est vrai que souvent on emploie le terme oligarchie de manière générale, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que c'est que cette oligarchie? Alors je parle, tu as vu, je dresse dans la première partie, en 4-5 pages, même pas, un tableau de cette grande finance. C'est-à-dire, quels sont les… Parce que la grande finance, c'est pas seulement les gens qui font un coup de bourse, qui ont quelques milliards d'euros, c'est pas ça. La grande finance, d'abord, ce sont des familles. Des familles Oui, qui se sont constituées au fil du temps, à partir de la fin des années 1700 et début des années 1800, et qui ont su, de manière différente. Alors, tu as, aux États-Unis, c'était d'abord les Rockefeller, c'était la grande famille dominante, et sur l'Europe, c'était les Rothschild. Alors, si on prend le cas des Rothschild, je veux dire, c'est une famille qui a une histoire assez intéressante et qui s'est développée, bon, et c'était une famille juive, bien sûr, donc qui a pu se développer avec intelligence en faisant jouer ses relations d'abord religieuses, mais aussi, je veux dire, c'est pas pénétrer la société, c'est trouver des accords avec des gens qui avaient des postes importants, soit dans l'aristocratie, soit dans l'armée, au oui. départ pour des marchés, puis pour financer des armées, donc pour faire un tas de choses et qui font qu'au fil du temps, en partant d'Allemagne, tu as eu des branches qui se sont constituées sur l'Angleterre, la France, l'Autriche et l'Italie. Ils ont eu Et la force de rester en famille aussi. oui, tout à fait, parce que ils ont. Alors c'est une famille du reste. Je cite du reste, je me rappelle plus du nom de malheureusement de le confrère journaliste qui a fait une étude, un livre qui est paru sur la saga des Rothschild et qui décrit très bien, un peu comme un roman, comment cette famille a évolué, qui sort du ghetto avec des contraintes qui est un peu au banc de la société et qui va savoir sortir du ghetto petit à petit en jouant de relations pour arriver à constituer quand même la principale oligarchie du monde Oui. européen occidental. Et alors, ça, c'est donc, ce sont les dynasteurs qu'on appelle. Et à côté de ça, alors je parle à partir des années 80 notamment, tu as par exemple des gens qui sont apparus, qui jouent un peu des financiers, qui font partie de l'oligarchie parce qu'ils sont milliardaires, puis ils ont su accéder à des postes. Ils ont su accéder à des postes à responsabilité, diriger des sociétés, développer des branches dans différents secteurs. Les médias, par exemple, mais les télécommunications. Je cite notamment en 3-4 pages, même pas le cas de M. Xavier Niel. Mais M. Xavier Niel est membre de l'oligarchie, mais pour bien faire la différence, Mm. ce n'est pas un oligarque au sens dynasteur du terme. Il fait quand même pas partie du clan. Il Voilà. n'est pas Et reconnu. Mais, pour Xavier Niel, je veux dire, les jeunes dynasteurs entre eux, pour eux, c'est un PDNC. Ça veut dire ah pas de… oui, j'ai adoré cette expression Ah oui, il que n'est je pas de notre connaissais pas. classe. Il a Voilà. du fric, mais il n'est pas de notre classe. Bon, parce que Oui. Xavier Niel a un parcours complètement différent. C'est quelqu'un qui a bidouillé avec les systèmes Mm. informatiques au départ. Il était sur le point de connaître des mésaventures quand il a servi, il a travaillé euh, pour la DST. Déjà à l'époque, il cherchait des méchants espions russes sur les réseaux Internet. Et puis, il a fait des coups de bourse qui ont réussi, hein, et qu'il a su jouer et gagner. Et bon, ça ne justifie. Mais si tu veux, comme je le dis, Xavier Niel par rapport à l'oligarchie, c'est un peu comme une pousse de pissenlit qui tomberait dans un velouté de champignons à la truffe noire, tu vois. Je veux dire, le parcours n'est pas du tout le même entre Xavier Niel et puis et par exemple euh, Madame Marianne de Rothschild, je veux dire, qui est une femme qui a fait des études supérieures, qui a travaillé dans le secteur de la finance, qui a été dans des grands groupes aux États-Unis, en Europe, et qui a dirigé, ce qui est rare, qui dirige l'une des principales entités du groupe Rothschild. Je veux dire, avec Xavier Niel, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Bien sûr, De même bien sûr. entre M. François Pinault et Bernard Arnault, c'est pas du tout pareil. M. Bernard Arnault, il est issu d'une famille
je veux dire un peu, qui était très bourgeoise, mais lui, pendant qu'il prenait des leçons de piano et des leçons de golf, François Pinault travaillait dans l'entreprise de son père, l'entreprise familiale. Donc, tu vois, au sein de l'oligarchie, il ne faut pas voir ça comme un seul bloc. Tu as des personnages très différents. Et alors après, donc, ce sont des personnages qui occupent des secteurs clés dans l'économie, dans la finance. Oui. Et tu as ensuite, alors, quand j'interviewe John Perkins, qui a travaillé aux États-Unis, qui est un économiste états-unien, et quand je l'interviewe, il m'explique, mais il y a l'oligarchie et il y a ce que j'appelle la corporatocratie. Alors, la corporatocratie, c'est l'oligarchie économique et financière à laquelle vient se joindre des représentants de l'État, des forces armées, des services de renseignement, c'est-à-dire un peu tous les gens qui peuvent permettre à l'oligarchie de gagner ce qu'ils appellent entre eux des nouveaux territoires économiques. Alors, les nouveaux territoires économiques, on les gagne de différentes manières. On peut les gagner par des influences, par des hommes qui sont placés au sein de l'appareil d'État. C'est le cas, par exemple, en France, de l'affaire Alstom, où l'on a vu le jeu de Emmanuel Macron, quand il était déjà à la présidence de la République sous François Hollande, le jeu qu'il a joué, bien avant d'être ministre de l'économie, pour favoriser la donation du département énergie et réseau de l'entreprise Alstom à General Electric. Est-ce que dans ce et tu as donc là, si tu veux, une sorte de… Mais ça peut être par l'influence, mais ça peut être aussi par la corruption, comme beaucoup procèdent en Afrique. L'essentiel de la corruption en Afrique, ce sont les sociétés transnationales occidentales. Et quand ça ne suffit pas, alors c'est le coup d'État, c'est la guerre, c'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce qui s'est passé en Libye, dont M. Trump, en 2011, disait « Mais la guerre en Libye, quelle importance si ce n'est pour le pétrole ?» Et ça a été le bombardement, la destruction de la République fédérative de Yougoslavie. Et voyons quelles sont les entreprises qui sont sur place aujourd'hui. Et pour faire quoi? Et c'est le cas de l'Ukraine. Alors, c'est le cas de l'Ukraine, je veux dire, où tu as une étroite association entre le pouvoir financier, et entre l'oligarchie et le pouvoir militaire, avec services de renseignement. C'est un cas très intéressant, malheureusement, si je puis dire comme ça, le cas de l'Ukraine. Parce qu'on revoit associés, alors on trouve de tout là-bas, hein. On trouve les grandes sociétés transnationales états-uniennes qui, bien sûr, ont été les premières à investir et à s'emparer de ce qu'elles pouvaient prendre. Monsanto, Dupont de Nemours, Cargill, etc. Et puis, tu trouves d'autres personnes, comme M. Xavier Niel, par exemple, dans le secteur des télécommunications. Donc, et la banque Rothschild, bien sûr, qui réunit dans différentes capitales occidentales chaque année, je l'explique du reste dans le livre, des représentants, des dirigeants d'entreprises, des grandes sociétés, des représentants des États, pour voir comment s'accaparer l'économie ukrainienne. Est-ce que dans ce système, ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent? Est-ce qu'il y a un profil particulier des gagnants et des perdants? Dans ce système, ceux qui gagnent, ce sont bien évidemment ceux qui sont à la tête des grandes sociétés économiques et financières. Et ceux qui perdent, ce sont ceux qui les laissent gagner, si j'ose dire. On le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui avec les révoltes paysannes. Quand même, il faut savoir, je vais donner un extrait là d'un document qui est un document officiel, puisque Oui. c'est un livre qui vient un rapport qui a été fait par un organisme qui est une institution autonome d'analyse et de prospective qui est placée auprès du Premier ministre français, hein, et qui a publié un rapport sur l'état de la France, par exemple en novembre 2020, et où ils indiquent très clairement dans ce rapport que sur les 40 dernières années, de 1980 à 2020, je cite, le recul de l'emploi industriel est saisissant. Entre 1974 et 2018, les branches industrielles ont perdu près de la moitié de leurs effectifs. C'est quand même 2,5 millions d'emplois, hein. Oui. Mais, et avec Emmanuel Macron, ça s'est encore aggravé. Et France Stratégie souligne
parmi ces conclusions que la France est aujourd'hui l'un des pays les plus désindustrialisés de l'Union européenne, dont la désindustrialisation est à la fois structurelle, artificielle et inquiétante, en soulignant que les entreprises françaises sont ainsi devenues les championnes de la délocalisation. Et ceux qui perdent en face, eh bien, ceux qui perdent, c'est le monde du travail. Sont les salariés des entreprises, ce sont, on le voit bien avec les agriculteurs, ce sont les agriculteurs, c'est l'ensemble de la société qui fait les frais de ce pillage de l'économie au profit des grandes familles qui dominent la finance et l'économie. Alors, et pour revenir pour l'agriculture. Oui, bien sûr, oui, comme c'est d'actualité. Sur l'agriculture, je peux donner, par exemple, ce que je peux dire, c'est que, alors ça, c'est une statistique qui vient, ça vient pas d'un organisme révolutionnaire, ça vient du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, qui constatait en avril 2022, je cite, qu'en 30 ans, le RNBA, c'est le revenu net de la branche agricole, a baissé de près de 40% en France en euros constants. Dans le même temps, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 60%. Mais ça va plus loin que ça. J'indique du reste dans le livre qu'il y a une étude qui a été remise à la Commission agricole du Parlement européen, qui est intitulée « L'avenir du modèle agricole européen, les conséquences socio-économiques et territoriales de la diminution du nombre d'exploitations et d'agriculteurs dans l'Union européenne ». Et qu'est-ce qui est dit dans cette étude? C'est qu'alors que le nombre d'exploitations agricoles dans l'Union européenne a diminué entre 2003 et 2016 d'environ 15 à 10 millions, moins 32%. Cette étude prévoit que cette situation va continuer de se dégrader. C'est-à-dire que de 2022 à 2040, l'Union européenne pourrait perdre 6,4 millions d'exploitations supplémentaires, soit un nombre restant d'environ 3,9 millions d'exploitations agricoles dans l'Union européenne, ce qui représente une baisse impressionnante, souligne le rapport, de 62% par rapport aux chiffres de l'année 2016. Et c'est la raison pour laquelle les agriculteurs aujourd'hui, quand ils manifestent, je me permettrai de rappeler deux choses. Oui. La première, c'est qu'ils manifestent en contestant les directives, mais ce n'est pas les directives qu'il faut contester. Ce qu'il faut contester, c'est ceux qui font les directives, c'est-à-dire l'Union européenne, la Commission européenne. Parce qu'il n'y a pas d'autre politique possible pour le monde agricole que de s'en sortir de l'Union européenne. Et la deuxième chose, le constat que je fais moi, c'est que de la coordination rurale à la FNSEA, en passant par la Confédération paysanne, toutes les organisations agricoles, il n'y en a aucune qui propose de sortir de l'Union européenne. Alors bon, la coordination rurale dit on peut réorienter, la Confédération, la coordination rurale, la Confédération paysanne pense aussi qu'on peut aménager la PAC. Mais non, je suis désolé. Il faut savoir, ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir, mais l'Union européenne a été conçue dès les années 1942-43 par Washington avec des représentants de Vichy pour favoriser l'hégémonie des États-Unis sur l'Europe de l'Ouest, sur l'Europe. Et donc, tout a été fait, bien évidemment, pour privilégier les intérêts des sociétés transnationales des États-Unis. Alors, il ne faut pas s'imaginer que les gens qui sont en place à Bruxelles, ils vont en tirer telle directive, ils vont essayer d'arranger ceci, d'arranger cela, pour que le monde agricole aille mieux. Leur objectif, ce n'est pas que le monde agricole aille mieux. Leur objectif, c'est de faire que les sociétés transnationales de l'agroalimentaire, du foncier et autres puissent s'approprier un maximum de richesses du monde agricole. Parce que l'objectif de ces sociétés, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas le bien-être et ce n'est pas le développement de l'agriculture, c'est de faire un maximum de pognon sur le dos des agriculteurs. Alors, je donne du reste dans le livre, et oui. Je le fais aussi dans Bilan Noir, que j'ai publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, où je fais le bilan de l'Union européenne, comment des grandes banques, des grandes sociétés s'accaparent des terres agricoles. Oui, tu introduis très bien la seconde partie de ton ouvrage dont je voulais parler en te posant la question, est-ce que l'Union européenne est-elle démocratique? Tu viens d'y répondre, bien sûr que non. Non, je veux dire, pour donner une idée de la démocratie au sein de l'Union européenne, je donne des exemples à l'intérieur du livre.
dans l'enjeu. Oui, moi je pense au traité de Lisbonne déjà, celui qu'on connaît bien tous, qui nous a fortement choqués, quand Nicolas Sarkozy a bafoué le vote des Français de mai 2005 en réunissant le Parlement au Congrès à Versailles le 4 février en 2008, en faisant fi du vote des Français qui voulaient sortir de l'Union européenne déjà. Ah ben complètement, mais du reste, quand on regarde la construction de l'Union européenne depuis ses origines, on va Oui, partir des années 50. Les peuples n'ont jamais été associés à la construction de l'Union européenne. Quand ils y ont été associés par des référendums, c'est dans un nombre minimal de pays. oui, Et quand les citoyens ont voté contre les propositions qui ont été faites, qui étaient formulées par le gouvernement, on a fait revoter les gens avec des campagnes entre-temps, entre deux référendums, oui, de millions d'euros de communication pour les amener à faire passer en force le projet. On l'a bien vu, l'exemple le plus frappant, c'est le mépris de Nicolas Sarkozy pour le suffrage des Français, qui en 2005 a déchiré leur bulletin de vote oui. alors qu'ils étaient opposés au traité de Lisbonne. Donc, je veux dire, c'est quelque chose un mépris incroyable. C'est la bourgeoisie qui ne supporte pas d'être mise en difficulté parce que son système, la crise capitaliste est structurelle, profonde aujourd'hui. Ce n'est plus des à-coups comme on l'a connu dans le passé, c'est une crise structurelle, c'est-à-dire qui touche tous les aspects de la société. Finance, économie, politique, sociale, morale. On le voit dans tous les aspects, les Français peuvent le constater tous les jours. Alors, sur la démocratie, je pourrais parler du jeu, par exemple, de Business Europe, qui réunit toutes les organisations patronales des pays membres de l'Union européenne à Bruxelles et de leur réunion avec les hauts fonctionnaires de la Commission européenne, de façon à obtenir des lois qui favorisent les intérêts des grandes sociétés transnationales. Et il faut voir que bien souvent, par exemple, vous avez le Rassemblement national qui se présente comme un parti souverainiste, etc. Mais c'est faux, c'est complètement faux. D'abord, quand vous lisez le programme du Rassemblement national, il n'est jamais question, il est question nulle part, ni de la sortie de l'Union européenne, ni de la zone euro, ni de l'OTAN. Ça, c'est clair. Mais en plus, il faut savoir que les eurodéputés du Rassemblement national, ils votent souvent avec les Républicains, le Parti socialiste et d'autres au Parlement européen. On l'a vu, c'était au mois de novembre dernier, où il y avait une proposition de loi pour, faire, je veux dire, pour que les entreprises qui soient responsables de dégradation économique ou environnementale soient responsables et qu'elles puissent être pourvues en justice. Mais qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu les autres, M. Bardella a été voté avec les Républicains. Ils ont voté ensemble. Alors ça ne se sait pas, ils n'en parlent pas, bien sûr. Et ils ne vont pas en parler, parce que s'ils parlaient de ça, des votes qu'ils font au Parlement européen, les Français diraient, mais ce n'est pas ce qu'on nous dit à la télévision quand ils parlent. Oui, on ne nous parle jamais de toutes les. Je vais donner un autre exemple Oui, de la démocratie au sein de l'Union européenne. Un document que j'ai trouvé dans les archives du Parlement européen. Le 13 décembre 2023, il y a eu une réunion à Strasbourg du Parlement européen qui a voté, je cite, la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne. Et je cite encore, et ce projet donc de loi qui a été soumis aux eurodéputés décidait donc, je cite, de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà. Alors, je pense que concernant la démocratie, on voit bien que, quand on voit ça, ça explique aussi toutes les ingérences qu'ont fait des organismes de l'Union européenne lorsqu'il y a eu des élections dans différents pays, dernièrement, ces derniers mois, pour essayer de placer des atlantistes à la tête des pays. Alors, dans ta série de questions à propos de l'Europe, tu demandes quel bilan on peut faire de l'Union européenne et après ce constat, ce bilan, est-ce qu'elle est réformable, à ton avis? Bah, écoute,
je serais censé répondre que si elle était réformable, ça se saurait, parce que elle n'est pas réformable pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que pardon, elle a été conçue pour favoriser les intérêts privés de la grande bourgeoisie, et principalement de l'oligarchie anglo-saxonne, états-unienne. Et donc, il est hors de question, bien évidemment, de faire une quelconque, de toucher à une quelconque, de faire une quelconque réforme qui mettrait en cause ce pouvoir. Du reste, c'est frappant. Pratiquement personne ne connaît le nom du Parlement européen. Qui c'est qui dirige quand on voit? C'est une haut fonctionnaire, Madame van der Leyen, qui n'a pas été élue. Qui dirige la Commission européenne, qui a été mais parce qu'elle a bien rendu service à la bourgeoisie. Donc la bourgeoisie qui maîtrise ses groupements politiques, hein, c'est pas seulement pour la France les Républicains, LR, Rassemblement National, etc. Hein, c'est les mêmes familles, tout ça, c'est les mêmes intérêts privés qui sont défendus. Il suffit de lire leur programme politique pour s'en apercevoir. Donc c'est bien évident que cette Union européenne n'est pas réformable, parce que son rôle, c'est de défendre les intérêts des grands propriétaires privés de l'économie et de la finance. Voilà. Tu peux nous parler de ces partenariats publics-privés? Oui, alors ça va nous emmener très loin là, parce que ça, c'est… En 5 minutes. Oui, les partenariats publics-privés, ça consiste à profiter de dispositions qui sont en place dans les États pour favoriser les intérêts privés de sociétés. Par exemple, partenariat public-privé, on en a eu un exemple avec l'introduction par Emmanuel Macron dans l'administration française de cabinets conseils, principalement d'une société états-unienne, parce que le président Macron est très lié aux États-Unis. J'y viendrai un jour plus tard. Pour favoriser la société McKinsey. McKinsey, dont j'ai trouvé du reste, en lisant ses bilans et ses cabis sociétés, que l'essentiel de son chiffre d'affaires qui était réalisé en France partait en offshore. C'est-à-dire que contrairement aux déclarations qu'ont fait les dirigeants de McKinsey France, au moment où ils ont fait leurs déclarations comme quoi ils payaient des impôts, etc., c'était faux. Ils ne payaient pas d'impôts. Et les profits qui étaient réalisés par la société partaient en offshore. Donc, il échappait au fisc français et la société ne payait pas d'impôts en France. C'est un peu comme le coût de la taxe carbone. Oui. Voilà. Tout le monde est au courant, sauf les Français. Oui. Mais ça, c'est un exemple. Après, il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai pris celui de McKinsey dans l'administration, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir. Et du reste, McKinsey est intervenu pour faire pour des missions que pouvaient très bien remplir les fonctionnaires français à l'intérieur de ces ministères. Donc, c'était vraiment, là, c'est même plus du partenariat, là, c'est je vous ouvre les portes, servez-vous, quoi. L'OMS et les fameuses campagnes d'injection, c'est monstrueux. Bien sûr que les Français auraient pu le faire. Alors ça, je le montre dans le livre en 5 ou 6 pages. Jean-Loup, ton image est fixe et on n'entend plus de son. Ah. Est-ce que tu peux peut-être ressortir du studio et revenir? Non, Jackie, le problème vient de toi. En régie, ça passe parfaitement. C'est ta connexion qui… Alors, dans son livre « L'enjeu, les souverainistes face à la grande finance », il y a toute cette… Voilà. Là, si l'interview… Si j'ai plus l'interlocuteur… Non, mais continue ton propos, Jean-Loup. Elle va revenir. Oui, c'était sur… Essaye, s'il te plaît, de ne pas t'approcher trop de la caméra, parce que sinon, on voit
que le haut de ta tête. Voilà, et puis mets-toi bien au milieu de ton écran. Voilà, pour que nos amis internautes, tout va bien. Voilà, elle se reconnecte, donc elle va apparaître. Voilà. Je sais pas ce qui Le problème venait de toi, ma chère Jackie. Oui, mais au départ, c'était Jean-Loup que je ne voyais plus et n'entendais plus. Bon. Mais en régie, c'est impeccable. Bon, oui, merci. sur la question qu'on parlait là, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir, c'est bien évidemment la volonté des États-Unis de s'accaparer tout ce qu'ils peuvent d'intéressant pour leur société en France. On l'a vu avec Alstom, on l'a vu avec McKinsey, on l'a vu avec les vaccins, les fameux vaccins ARN messagers. J'explique dans le livre comment le marché a été truqué, du reste, par des chercheurs, par un chercheur notamment qui est à l'université de Liverpool, qui s'est empressé d'utiliser une étude qui a été falsifiée sur l'ivermectine, qui disait que le médicament était efficace, et ils ont changé simplement la conclusion pour pouvoir faire passer à l'OMS un communiqué disant que l'ivermectine n'était pas efficace. Et à partir de là, il y avait eu la même chose avec l'hydroxychloroquine, où les proportions administrées aux malades n'étaient pas du tout celles indiquées par les professeurs qui le mettaient en exergue, et les doses étaient mortelles pratiquement, donc c'était n'importe quoi. Et ça a été avéré et reconnu par le Lancet même, donc c'est impressionnant. Est-ce que tu penses qu'on peut sortir de l'Union européenne, et comment? Bien sûr qu'on peut sortir de l'Union européenne. Alors justement, dans le livre, je donne les propos de deux personnes qui ont toutes deux fait l'ENA, mais dans des conditions complètement différentes. L'un, c'est François Asselineau, qui est président de l'UPR, et l'autre, c'est Jacques Nikonov, qui est un économiste, qui lui a un parcours bien différent, puisque contrairement à François Asselineau, qui a travaillé pendant de nombreuses années au sein de l'appareil d'État français, donc il connaît bien les rapports entre l'administration et le politique, Jacques Nikonov, lui, était ouvrier et il travaillait à l'usine, et il a voulu passer le concours pour rentrer à l'ENA. Il a réussi le concours, et après, il a été représentant de la Caisse des dépôts aux États-Unis. Et il est revenu après en France, où il était un des fondateurs notamment du Parti de la démondialisation. Et tous les deux s'expriment sur comment sortir de l'Union européenne. C'est-à-dire que les uns pensent que l'on peut, c'est le point de vue de Jacques Tikhonov, que l'on peut partir, on doit partir du jour au lendemain. Après, bien sûr, un vote, parce que il y a la question de la légitimité du pouvoir politique qui fera cette sortie de l'Union européenne. Donc ça, c'est une démarche qui doit être portée majoritairement dans le pays, par l'opinion. Et après, pardon, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que l'opinion est suffisamment formée, instruite pour pouvoir prendre une décision? Alors ça, c'est un problème, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, les seuls qui fassent des propositions pour la sortie, clairement, hein, j'entends bien, que des fois on entend, ah oui, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais les seuls qui fassent les seuls qui fassent des propositions pour sortir de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN, de manière très claire, mais pas seulement de sortir de l'Union européenne, parce qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais avant de sortir de l'Union européenne, c'est-à-dire dès aujourd'hui, il faut faire des propositions pour assurer les lendemains de la sortie de l'Union européenne. Ben oui. On le voit bien avec ce qui se passe en Angleterre. C'est-à-dire que tu as par exemple le problème qu'ont les Anglais aujourd'hui, c'est qu'ils sont sortis de l'Union européenne, donc ils se sont débarrassés de la réglementation, ils se sont débarrassés de tout ce qui faisait une entrave à leur développement, mais par contre, ils ont laissé les mains libres à la grande finance, à la City.
Et il faut savoir que la City est aujourd'hui, comme je l'explique dans le livre, c'est un des pays, l'Angleterre, la Grande-Bretagne est un des pays qui est au cœur de l'axe de l'évasion fiscale mondiale qui se situe au cœur de l'Union européenne et auquel participent non seulement les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg, mais également la Grande-Bretagne, principalement avec la City, et ce qu'on appelle aussi le Second Empire britannique, c'est-à-dire tout le réseau de places offshore et de territoires, je veux dire, qui sont en dehors du gouvernement, qui sont en dehors de l'Angleterre, quoi. Tout le réseau des places offshore par lesquelles transitent des milliards d'euros. Et pour donner du reste une idée de ce que représente de cette grande finance, Jean-François Guéraud, qui est un commissaire du renseignement qui est spécialisé sur les questions de la criminalité financière, qui a écrit un livre qui est passionnant, du reste, qui s'appelle Le nouveau capitalisme criminel, et dans lequel il montre les mécanismes qui sont en cours aujourd'hui au sein de la grande finance. Et je tiens à le rappeler, je le rappelle dans le livre, parce que ça montre bien l'organisation de ce pouvoir politique, de ce pouvoir financier. Par exemple, il faut savoir que vous avez les traders qui travaillent dans des salles de marché, qui travaillent avec des ordinateurs qui ont des algorithmes qui sont bourrés d'intelligence artificielle et qui, le temps d'un clin d'œil, c'est-à-dire 350 millisecondes environ, en 350 millisecondes, ils vont réaliser près de 7000 transactions sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'à partir de quand vous savez ça, vous voyez comment on peut facilement mettre une société en difficulté. Du reste, dans son livre, et moi j'en donne aussi, Jean-François Guéraud donne des exemples de sociétés qui sont retrouvées dans des situations difficiles suite à des actions de traders. Des actions mal intentionnées Ah non, des actions volontaires. Je veux dire, oui. On veut s'accaparer un marché ou mettre une entreprise en difficulté. Voilà. Et ça explique bien que quand il faut sortir de l'Union européenne, je veux dire, il n'y a pas à discuter. On en sort, point barre. Et puis, mais pour ça, il faut qu'une majorité de Français comprennent non seulement la nécessité de sortir de l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que si on sort de l'Union européenne, comme en Grande-Bretagne, pour laisser les mains libres à la grande finance, je veux dire, ça ne sert à rien. Alors, c'est pour ça que vous avez des propositions qui sont faites là de manière très différente par les partis souverainistes. Je pense notamment au pôle de renaissance communiste en France, à l'UPR et aux Patriotes, qui sont des propositions très différentes. Mais c'est, à mon avis, du point de vue économique et financier, le PRCF qui est le plus clairvoyant et qui propose notamment la nationalisation du secteur bancaire et financier et des secteurs clés de l'économie, des nationalisations démocratiques, avec tout un tas de dispositions qui sont clairement expliquées dans le programme du PRCF, justement, sur comment favoriser la démocratie dans les entreprises et principalement dans le secteur financier, où nous avons actuellement un système qui est très fermé. Mais est-ce que tu penses concentré, ça demande un pouvoir concentré, fermé. Est-ce que tu penses qu'on peut être souverainiste sans toucher au système bancaire? Non. Je veux dire, on peut pas, la France ne peut pas retrouver sa souveraineté économique, financière, militaire, diplomatique sans être maître de son économie. Quand j'ai interviewé Fadi Kassem, le secrétaire national du PRCF, je lui ai posé cette question. Il m'a dit, mais sortir de l'Union européenne, ça ne suffit pas. C'est une première étape, mais dès maintenant, il faut prévoir comment construire autre chose après la sortie, en même temps qu'on sort de l'Union européenne. Et il m'a dit, sortir de l'Union européenne sans nationaliser le secteur bancaire et financier et les grandes entreprises du CAC 40, c'est un peu comme si on laissait la France dans l'état d'une ménagère qui va faire ses courses au marché sans son porte-monnaie. Oui. C'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas l'essentiel de votre économie et de la finance.
Donc, vous ne pouvez pas prendre des dispositions de manière à ce que la richesse des entreprises n'aille pas à la fuite des capitaux, ne parte pas en offshore, mais retourne au développement de ces entreprises et que également tous ces moyens soient mobilisés pour développer, pour faire que les PME et TPE ne soient plus otages de grands groupes, pour développer, pour l'embauche, pour l'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de travail, parce que quand même aujourd'hui, pour répondre à ta question, rien qu'en 2024, 250 milliards d'euros ont été donnés aux entreprises. Alors, sous des formes diverses. Ça peut être sous des formes de subventions, ça peut être pour, par exemple, réduire les cotisations sécurité sociale. Enfin, j'explique dans le livre, hein, il y a un travail qui a été fait par des chercheurs en économie de l'Université de Lille et qui est très, très important. Et ils ont montré comment, du reste, la France était devenue un pays très complexe, puisque on a 250 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises et il n'y a aucune administration centrale qui recense ces 250, ces dons qui sont faits aux entreprises. Parce qu'il ne suffit pas de donner de l'argent ou des facilités aux entreprises, mais qu'est-ce qui devient cet argent? Comment il est exploité? Comment on est utilisé par les dirigeants des entreprises après? Parce qu'on est dans la situation suivante où vous avez des entreprises qui reçoivent des subventions de l'État pour la création d'emplois et qui, dans le même temps, vont supprimer des postes, vont fermer des filiales, vont délocaliser. Et vous savez, Emmanuel Macron et les dirigeants du CAC 40, c'est un peu Alibaba et les 40 voleurs. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que l'argent qui est distribué n'est pas utilisé pour ce pourquoi il a été distribué? Ah, complètement. On en a des exemples. C'est opaque et les Français. D'une part, le système est très opaque. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, je veux dire, il n'y a pas de. Les syndicats, par exemple, ne peuvent pas contrôler ce que deviennent ces dons enfin, c'est pas des dons, hein, des fois c'est de l'argent, des fois c'est des facilités pour les cotisations, de paiement des cotisations de sécurité sociale. Je veux dire, il y a un tas d'interventions qui facilitent le patronat. Mais bon, le pouvoir qui est à l'Élysée, c'est le pouvoir qui a été mis en place, je veux dire, par l'oligarchie. C'est bien évident que l'oligarchie financière va favoriser l'accession au pouvoir de gens qui vont, comme on dit en italien, mi devi un piccolo piacere. Ça veut dire, tu me dois un petit plaisir, il faut me renvoyer l'ascenseur. Bon, c'est bien évident. Quand vous... Oui, on vient de le retrouver très récemment, même dans les dons caritatifs, avec l'histoire des pièces jaunes. Oui, par exemple. Mais je vais te donner un autre exemple d'un discours qui est tenu par le patronat. Quand tu écoutes les dirigeants du MEDEF, les entreprises françaises croulent sous les charges. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est des charges sociales? Alors, quand tu t'intéresses, moi j'ai trouvé un rapport qui a été fait par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. On ne peut pas avoir mieux. Le manque à gagner pour les différentes exonérations de cotisations sociales du patronat est passé de 74,3 milliards d'euros en 2021 à plus de 90 milliards d'euros en 2024. Et dans le même temps, l'aide totale aux entreprises est estimée approximativement pour les années 2023 et 2024 à plus de 250 milliards d'euros, soit environ 30% des 844 milliards d'euros de l'ensemble des budgets de l'État pour 2025. Alors, c'est quand même des sommes faramineuses, mais quand on suit, je veux dire, les entreprises du CAC 40 qui reçoivent la majorité de ces aides de l'État, ce sont celles qui fabriquent le plus de chômage, ce sont celles qui ferment des entreprises, qui délocalisent et qui participent à la fuite des capitaux. Bon, alors, il y a ce qui est illégal et puis il y a ce qui est légal, puisque c'est le système d'évitement fiscal, c'est-à-dire que
on utilise un tas de moyens. Alors, ils appellent ça sous différentes appellations, hein. C'est pour optimiser la trésorerie, pour optimiser la comptabilité, avoir une comptabilité agressive, etc., etc. En réalité, il s'agit que une partie des profits réalisés par les entreprises ne retournent pas au développement de l'entreprise par l'export dans les places offshore. Alors, il y a un tas de moyens, hein. Il y a des petits mafieux qui avaient mis au point un système pour récupérer la TVA sur la taxe carbone. C'était un truc vraiment remarquable où les entreprises avaient des quotas, mais quand elles avaient plus pollué, elles pouvaient racheter. Et il y avait une TVA à 19,6 sur ces taxes carbone. Et eux, ils récupéraient la TVA donc qui était payée par la Caisse des dépôts, c'est-à-dire par l'État français, et il la faisait partir tout de suite en offshore par des sociétés qui étaient des sociétés bidons, des sociétés écrans, donc où il n'y avait plus d'actionnaires identifiables. Et les sociétés duraient le temps de faire des transactions qui portaient quand même sur des milliards d'euros, hein. Alors, peut-on espérer des décisions sages et honnêtes de l'État? J'allais te demander quelles décisions concrètes un État pourrait-il prendre demain, mais on ne peut pas lui faire confiance au vu de tout ce que tu viens d'exposer. C'est-à-dire qu'il faut déjà un État qui défende la population française, les salariés français, les travailleurs français et les retraités. Ce n'est pas le cas. Non. Il faut pour ça un pouvoir qui décide de travailler dans le sens de l'intérêt de la collectivité et non pas au profit de l'oligarchie économique et financière. Parce que toutes les décisions qui sont prises, quand vous suivez le parcours d'Emmanuel Macron, pour ne prendre que le cas de la France, hein, ces décisions, quand il a été secrétaire, quand il travaillait sous la présidence de François Hollande à l'Élysée, qu'il a été ensuite ministre de l'économie et ensuite président de la République, quand vous prenez la suite de toutes les décisions des lois qu'il a favorisées ou qu'il a fait voter, et vous vous apercevez que toutes ces décisions, elles favorisent les intérêts privés. Oui. Du reste, le bilan, il est là. Je l'ai lu tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis, c'est France Stratégie, qui est une institution qui fait des analyses sur la situation de la France et qui est un organisme qui est placé auprès du Premier ministre, qui explique comment la France n'arrête pas de se désindustrialiser au point d'être l'un des pays de l'Union européenne les plus désindustrialisés aujourd'hui. Et c'est pareil dans l'agriculture, c'est pareil pour les pêcheurs. Oui. Parce que ça va très loin. Par exemple, M. Macron, dans l'affaire Alstom, il a carrément menti devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Bon, je l'explique dans le livre, ça, mais je veux dire, ce n'est pas l'objet. Mais c'est pour montrer jusqu'où sont prêts à aller ces gens-là. Quand je montre comment, par exemple, à l'Assemblée nationale, une grande banque fait du lobbying pour faire voter des lois en sa faveur. Alors, en utilisant le capital qui appartient à ces sociétaires qui sont dans un cadre coopératif. Et comment, d'un cadre coopératif, on passe à une société anonyme, dans un cadre capitaliste. Donc, c'est ça. Et tu expliques bien tous les échanges cachés, tous les accords cachés entre les différents partis sur le dos des citoyens. Dans la dernière partie de ton livre, tu fais 3 propositions qui sont communes aux 3 principaux partis souverainistes que tu nommes l'UPR, le RPCF et les Patriotes. Alors, tu leur as posé à chacun les 3 mêmes questions et c'est peut-être le moment de dire, Jean-Loup, que nous les avions invités tous les 3 ce soir. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que Fadi Kassem du PRCF, je crois, lui, n'était pas disponible parce que je sais qu'il a pas mal de problèmes à régler. Et le PRCF c'est un parti très intéressant parce qu'il n'a pas une structure verticale. Il travaille en réseau. C'est-à-dire qu'il est organisé dans des entreprises, il est organisé dans des universités. Et puis, il n'y a pas de permanent au PRCF. Tous ceux qui font vivre le PRCF sont des gens qui travaillent, qui sont liés à la production, qui sont des cadres, des ingénieurs, des universitaires. Et je veux dire, ce sont des gens qui travaillent. Qui connaissent la vie. Voilà, qui connaissent la vie. Ou des retraités aussi, qui ont fait souvent un long travail militant même et qui
Et c'est pour ça que ce parti est intéressant, parce qu'en ce moment, c'est pour ça que Fadi Kassem n'a pas pu. Moi, j'ai interviewé à plusieurs reprises, et ils sont en train de travailler sur leur nouveau programme politique. Et il faut savoir qu'au PRCF, ce n'est pas décidé d'en haut par des commissions, puis présenté aux adhérents qui acceptent. Le travail, les orientations sont décidées à la base, dans les organisations de base. C'est un travail commun qui se fait dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, culturelle, etc., des délégations nationales, où tu as là des gens qui sont plus spécialistes de ces questions et qui travaillent avec toutes ces organisations. Donc, c'est vraiment un travail prenant, mais c'est un travail démocratique. Mais c'est ce que tu dis et tu le soulignes, c'est que le renouveau doit partir d'en bas. Oui, alors c'est très intéressant parce que tu as pu le voir dans le livre. J'ai rencontré sur le terrain des représentants de la coordination rurale, et je leur ai dit, et de la CGT dans d'autres secteurs, et à la coordination rurale, par exemple, je leur dis, mais par exemple, moi je veux bien, vous dites qu'on discute, je dis, mais votre syndicat là, au niveau national, vos dirigeants nationaux, quand je regarde le programme de la coordination rurale, les propositions, nulle part il y a marqué sortie de l'Union européenne, nulle part il y a marqué quelle nouvelle agriculture demain. Et les gars me disent, ah mais nous, l'Union européenne, on n'en veut plus. Et le gars, il avait son bonnet coordination rurale sur la tête. Et il me dit, mais ça, c'est je dis, ils ont été élus. Il me dit, oui, ils ont été élus à des postes à responsabilité, etc. Mais nous, l'Union européenne, c'est pas la peine, on n'en veut plus. Donc, et à la CGT, pareil. Et quand le militant de la CGT que j'ai rencontré, les militants m'expliquent, mais il n'y a plus rien à attendre des directions nationales. Tout doit partir d'en bas. Il faut tout reprendre et c'est nous en bas. Mais il faut arriver à se parler pour ça. Oui. Parce que, comme je le soulignais tout à l'heure, alors, tu as, par exemple, le mouvement souverainiste français, il a une caractéristique, il est très riche. Il est très riche. Je vais te donner quelques. Parce que tu as une multitude. Moi, j'ai pris les 3 partis, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui proposent clairement la sortie de l'Union européenne, la sortie de la zone euro et la sortie de l'OTAN. Et qui formulent à côté des propositions qui ne sont pas identiques, mais qui le sont parfois, pour qu'est-ce qu'on fait en sortant de l'Union européenne pour construire une nouvelle société, une société démocratique. Alors, et là, tu as des choses intéressantes. Par exemple, tu vois que le pôle de renaissance communiste en France, le PRCF et les Patriotes, sont tous deux d'accord pour supprimer le Sénat et pour revenir au triptyque commune, département, État, nation. Donc, et tu as à côté de ces partis une multitude d'associations qui travaillent. Et tu as notamment les clubs Penser la France qui sont dirigés par Jean-Luc Pujol, qui depuis plus de 15 ans essayent que les dirigeants des principaux partis se mettent autour d'une table, parce que quand j'en discute avec Jean-Luc Pujol, il me dit, mais avec bon sens, il me dit, mais c'est quand même pas possible. Ils ont des propositions communes sur l'essentiel. Sortie de l'Union européenne, sortie de la zone euro, sortie de l'OTAN, et j'arrive pas à les réunir. Ils n'arrivent pas à se parler. Alors, mais à côté de ça, c'est une autre caractéristique du mouvement souverainiste français. Tu as une multitude d'associations. Je vais t'en donner quelques-unes. Tu as par exemple le Rassemblement du peuple français dirigé par Sébastien Nantz et ses mouvements gaullistes associés. Tu as la Dynamique populaire constituante, plateforme de réflexion et d'action créée en août 2020 par un groupe de professeurs et d'anciens étudiants de l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 à Saint-Denis. Tu as AP6R, une perspective pour la 6e République qui travaille sur une 6e constitution qui a été fondée par Luc Laforêt. Les clubs Penser la France, bon, bien sûr, dont j'ai parlé, mais tu en as bien d'autres. Tu as le cercle de réflexion Souveraineté et démocratie qui anime Michel Gillot dans le Bordelais, par exemple. Tu as Solidarité et progrès de Jacques Cheminade. Tu as Oser la France de Julien Aubert. Tu as le Front populaire de Michel Onfray, le mouvement politique citoyen de Philippe Murer, le groupement citoyen France Libre, Place d'Armes, qui a été fondée par Jean-Pierre Fabre, Bernard Dac et Gérard Hardy, qui est une association citoyenne rassemblant des anciens militaires et soutien civil. Et tu en as une multitude comme ça, là, je cite que… Oui, il y en a beaucoup. J'étais vraiment surprise. La démondialisation, ta République souveraine, ta
Notre Nation du Saint-Cyrien Hervé Moureau, tu as le comité de salut du peuple d'Alexandre Juvin-Brunet, le Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson. Il y en a toute une… C'est incroyable, moi, quand j'ai commencé à m'attaquer à ce sujet, je t'avoue franchement, je ne pensais pas trouver… Mais tout ça, ce sont des… Tu vas me dire, alors les gens vont me dire, ah ouais, mais c'est pas grand-chose, c'est des petites associations dans leur coin. Et moi, je dis que ces petites associations, elles sont importantes. D'abord parce qu'elles sont dirigées par des gens qui sont motivés, qui ont la volonté de changer les choses et qui réunissent 20, 50, 100 personnes autour d'elles, mais qui favorisent le débat dans une société où tout est fermé, tout est clos. On l'a vu dans différentes situations. Je veux dire, les gens qui sont porteurs, les associations, les partis politiques qui sont porteurs de la seule perspective de changement, d'une autre politique possible, sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de la zone euro. Ces gens-là n'ont jamais accès aux médias. Et oui, et pourquoi? Parce que ce sont les oligarques qui ont racheté la presse. Et voilà, mais on le voit bien avec ce que fait par exemple Bolloré actuellement, oui. Avec la volonté. Et voilà. Donc c'est pour dire que c'est vraiment, tu as vraiment un monde qui est en effervescence. Et ce qui manque au fond, c'est d'arriver à fédérer ces mouvements. Alors ce qui est terrible, c'est que les propositions existent. Pôle de Renaissance communiste en France, Patriote, PRCF, UPR, pardon. Oui. Et je suis sûr que si ces gens-là se mettaient autour d'une table, alors bon, t'en as qui disent, ah ben oui, mais alors Philippot, il vient du Rassemblement, il vient du Front National, du Rassemblement National. Oui, mais alors Fadi Kassem, lui avant, il était au PCF et il a facilité l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste en 1980. Et puis, ah oui, mais alors François Asselineau, alors c'est vrai, François Asselineau, il dit souvent, à tort du reste, qu'il est le premier parti souverainiste. C'est faux. L'UPR a été fondé en 2007 et le PRCF a été fondé en 2004. C'est-à-dire pour mener la bataille justement, et il a joué un rôle important pour arriver à ce que le non du référendum soit vraiment bien majoritaire. Bon, mais on peut continuer à dire un tel, ça fait ceci, un tel vient de cela, on n'avancera pas d'un iota. Et tous ces partis… À cause de leurs égos ? Non, mais attends, les trois partis en question, oui. Ils sont tous d'accord pour dépasser le clivage gauche-droite. Oui. Ils ont des propositions communes essentielles. Sortir de l'Union européenne, sortir de la zone euro, sortir de l'OTAN. Et ils ont à côté de ça des propositions très différentes, mais qui sont importantes, et chacun avec la volonté d'arriver à construire une société nouvelle, démocratique, à mettre en chantier l'espoir des jours heureux. Eh bien ça, c'est ça qu'il faut essayer de faire se rencontrer, et ça serait quelque chose de déterminant, parce que ça serait un signe d'espoir quand même. Face à ce monolithisme, à cette idéologie. Il y a une remarque qui m'a interpellée sur trois autres partis souverainistes, le RN, Debout la France et le PCF, qui se présentent comme des opposants au pouvoir, alors qu'en fait, ils en partagent les principales orientations politiques et de supranationalité. Donc, tout est faussé, le langage… Les mots sont inversés, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça trompe les gens. Le Rassemblement national, quand je vois le Rassemblement national, par exemple, des dirigeants du Rassemblement national qui ah, c'est scandaleux la situation des paysans, etc. Mais je rappellerai quand même que le Rassemblement national est partisan de l'Union européenne. Nulle part dans le programme du Rassemblement national, j'ai lu tous les programmes politiques, nulle part dans le programme du Rassemblement national, il y a marqué sortie de l'Union européenne, sortie de la zone euro, sortie de l'OTAN. Et c'est bien pire que ça, parce qu'ils ne font aucune proposition, y compris pour que le pays puisse maîtriser ses finances, c'est-à-dire les grandes sociétés du CAC 40 et la Banque de France quand même, qui doit retrouver… Et alors, le PRCF, du reste, fait des propositions là-dessus qui sont très précises, non seulement pour la sortie de l'Union européenne,
pour la sortie de la zone euro, pour la sortie de l'OTAN, mais pour la construction d'une démocratie, d'une nouvelle démocratie. Et ces propositions, elles recoupent d'autres qui sont formulées par les patriotes et par l'UPR. Alors tous n'ont pas évidemment la même sensibilité. Ils viennent de milieux différents, d'origines idéologiques différentes. Mais ce qui est important de voir, c'est que tous ont conscience, avec ces centaines d'associations souverainistes dont je parlais tout à l'heure, ou qui réfléchissent à comment changer les choses. L'important, c'est de voir que tous font le constat que ça ne peut pas continuer avec l'Union européenne et qu'il faut sortir de la zone euro et surtout de l'OTAN qui nous enfonce dans la guerre. Et tous cherchent. Alors, ça ne se fait pas mécaniquement comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment une volonté dans ces partis, une volonté de changer les choses. Mais pour changer les choses, il faut arriver à se parler. Alors, quand on n'arrive pas à se parler, moi je dis c'est grave, parce que quand on a des propositions qui sont similaires sur l'essentiel, qu'on ait des désaccords après par rapport à qu'est-ce qu'il faut nationaliser à la Banque de France, comment les frontières, etc., l'immigration, tout ça, c'est secondaire. Mais sur les questions essentielles, mais du reste, si ces gens étaient responsables, ils se mettraient autour d'une table, y compris pour discuter de leurs désaccords. Et moi, je suis sûr, parce que quand je rencontre les militants, moi, de ces partis à la base, quand je vais dans les régions pour faire des conférences, je peux te dire que le ton, il est autre que… Et moi, on me demande, mais pourquoi ils n'arrivent pas à se parler, puisqu'on est d'accord? C'est ça, moi, que j'entends en bas quand les patriotes m'invitent dans des conférences, etc. Les questions, c'est comment faire pour s'en sortir? Est-ce que dans tes rencontres, comme ça, tu rencontres beaucoup de jeunes? Parce que j'ai l'impression que les pouvoirs politiques font tout pour que la jeunesse se dépolitise. Qu'en penses-tu? Qu'en Oui, est-il de la jeunesse? la dominante dans les conférences où je vais, ce sont surtout soit des travailleurs, ouvriers, ingénieurs, cadres, techniciens, ou des retraités. Et il y a une participation de la jeunesse, mais elle est très variable selon les régions, je dirais, selon les villes, selon l'implantation. Par exemple, avec le PRCF, c'est un parti qui a aussi une organisation de jeunesse, la JRCF, qui est très implantée à la fois dans les entreprises, mais aussi dans les facultés, universités. Et là, quand tu vas dans ces endroits-là, tu as plus d'étudiants et les débats sont passionnants. Alors que quand tu vas en province, où c'est plus mélangé, si tu veux, mais les jeunes sont moins là. Tu les retrouves surtout là où tu as les facs, les universités, et c'est ça, quoi. Voilà. Alors, par quoi commencer? Et quel est le danger si on ne fait rien? Ah bah, là, on y est déjà, hein, dans le danger, hein. Je veux dire, on a un président qui engage la France dans une guerre contre la Russie par Ukraine interposée. Ce que je n'ai pas développé tout à l'heure sur l'Ukraine, mais bon, c'est une dictature génocidaire quand même, hein, qui a la prétention de faire voter, qui interdit l'opposition, les militants pour la paix arrêtés, qui a mis au point un système de délation publique avec une société d'informatique de Californie, et l'OTAN leur a donné un coup de main dans ses serveurs à Bruxelles. J'ai démonté tout ça dans les destructeurs et j'en reparle du reste à l'intérieur de l'enjeu parce que j'ai fait un paragraphe sur l'Ukraine. Le danger, c'est que, on le voit aujourd'hui avec la révolte paysanne, et c'est pour ça que le PRCF dit avec raison, et les patriotes aussi, et je crois que l'UPR aussi dernièrement, il faut, comment dire, c'est la question. Il y a un parti, c'est l'UPR, qui l'explique très bien ça. Oui. Pourquoi ça va continuer de s'aggraver si on n'agit pas pour la sortie de l'Union européenne, pour la sortie de la zone euro, pour la sortie de l'OTAN? Parce que l'UPR est le seul parti qui explique sur son site internet le rôle majeur qu'ignorent la plupart des Français, qui sont joués par les GOPÉ. Les GOPÉ, ce sont les grandes orientations de politique économique qui sont décidées par la Commission européenne. Et la Commission européenne décide ces GOPÉ, elles sont envoyées chaque année, en général c'est au mois d'avril, mois de mai, ça dépend, ou mars, aux dirigeants des États, et
ils ont leur rôle consiste à faire transposer par les ministères les directives qui sont reçues de Bruxelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyez des débats à la télévision sur le budget national, mais le budget n'a plus rien de national pratiquement. Pourquoi? Parce que le budget qui est proposé par le gouvernement au Parlement, il est écrit dans le cadre qui est fixé par les GOPE, les grandes orientations de politique économique. Et quand vous allez sur le site de l'UPR, vous tapez UPR GOPE, G-O-P-E, et vous allez voir d'année en année comment se succèdent de législature en législature les GOPE, et vous allez voir le contenu, réduire les investissements publics, privatiser les secteurs. Alors, ce n'est pas dit comme ça, hein, c'est accroître la compétitivité des entreprises. Alors, ils choisissent des termes, mais tout est bien expliqué. Et ça montre bien ce qui se cache derrière ces grandes orientations de politique économique dont personne ne parle à part l'UPR. Et quand vous voyez, alors j'en parle du reste, j'ai consacré, tu as vu quelques pages à ces grandes orientations de politique, oui, en renvoyant sur le site de l'UPR pour les gens qui veulent en savoir plus. Parce que là, tu as vraiment, si tu veux, la compréhension de ce qui se passe en sous-main. C'est-à-dire, par exemple, on présente, on va discuter du budget de la santé, etc. Oui, mais il est cadré par quoi le budget de la santé? Qui a dit qu'il fallait réduire les investissements publics dans le secteur de la santé, réduire les dépenses pour la sécurité sociale, réduire les investissements dans le domaine du logement, les investissements publics? Tout ça, pour l'agriculture, c'est pareil, pour la pêche, c'est pareil, mais c'est bourré, tout ça, ce sont des textes qui sont conçus par des hauts fonctionnaires qui sont complètement coupés du terrain, et du train où ça va, du reste, si ça continue comme ça, bientôt, ils vont déterminer la taille du préservatif, tu vois. Alors, bon, il faut vraiment aller, c'est pour ça que je dis aux agriculteurs et aux paysans, s'il y en a qui nous écoutent, mettez en cause l'Union européenne, ce n'est pas les directives qu'il faut mettre en cause, ce sont ceux qui les font, et c'est la structure qui a été conçue pour vous imposer ce que vous subissez aujourd'hui, pour pouvoir diminuer, qu'il y ait encore moins, faire des grandes fermes de production, avec tout ce qui s'en suivra derrière pour la santé, pour la qualité de la nourriture, etc., etc. Quels sont les moyens qui sont à leur disposition, à ton avis, aujourd'hui, aux agriculteurs? Ils peuvent par exemple, ils peuvent interviewer, ils peuvent par exemple s'adresser aux dirigeants des 3 partis en question. Alors je sais que Florian Philippot n'a pas pu, j'ai reçu un message tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as eu, de la responsable d'agriculture des Patriotes. C'est toi qui m'as communiqué, oui. Et il était à Bruxelles avec Florian Philippot était à Bruxelles avec les paysans qui manifestaient. Et Fadi Kassem, lui, était… Alors, c'est pour ça que c'est difficile de les réunir. Alors, il y a autre chose aussi. Moi, c'est quelque chose que je constate, c'est que aucun de ces partis, et j'en ai parlé quand je me suis adressé à eux, n'a de responsable des relations publiques, des relations médias. Alors que, bon, on est à l'ère d'Internet quand même, des autoroutes de la communication, comme on dit. Et je pense il pourrait très bien confier chacun à 1 ou 2 personnes la responsabilité de récolter les demandes qui sont faites, soit par des travailleurs, des catégories socio-professionnelles, des syndicats ou autres, et pour décider des suites à y donner. Là, c'est un peu le vague. C'est dur hein, d'essayer d'avoir un renseignement. Bon, avec Fadi Kassem, ça a été bien parce que c'était direct, si tu veux. Bon, c'est un ancien de Sciences Po, il est professeur agrégé. Je lui ai envoyé le message le matin, le soir, j'avais une réponse où il me remerciait déjà de lui donner la parole. Et puis, où il me disait, est-ce que vous pouvez me donner 15 jours? Parce qu'il était en train de corriger les copies, les examens de fin d'année. Bon, mais avec les Patriotes et avec l'UPR, c'était beaucoup plus difficile pour arriver à avoir l'interview. Tout ça parce que, bon, ça a pu se régler à l'UPR par le conseiller politique de François Asselineau, mais pour quelqu'un qui est perdu au fin fond de la France ou pour un groupe d'agriculteurs qui veut contacter l'UPR, s'il n'a pas des représentants de l'UPR dans sa ville ou dans sa région, ce n'est pas évident. Alors, il y a toujours, l'UPR et les Patriotes le font, ils donnent pour tous les départements leurs représentants dans les départements. Et moi, je pense que les agriculteurs devraient s'adresser aux représentants de ces partis, mais ne serait-ce que pour discuter avec eux, pour dire, mais
qu'est-ce qu'on fait? Voyons dans quelle situation on est, etc. Et à mon avis, les représentants départementaux de ces organisations devraient leur répondre, leur donner des pistes pour dire, ben voilà ce qu'on propose, etc. Tu vois, c'est déjà, c'est pas facile à faire bouger tout ça. Mais quand tu as une organisation au niveau national et que tu as des responsables départementaux, tu as la possibilité de faire le contact. Moi, je dis aux gens, allez sur le site de ces partis politiques, de l'UPR, des Patriotes et du PRCF, trouvez le responsable départemental et faites des réunions avec eux. Déjà, pour trouver des réponses à votre situation et savoir comment faire, comment agir. Oui, merci, merci Jean-Loup. Vraiment, je te félicite pour ce travail très pointilleux, très précis, très agréablement écrit, facile à lire, avec une mine d'informations. C'est très bien expliqué, vraiment un grand bravo et je t'en remercie parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. J'avoue que je ne suis pas très férue de politique et j'avais beaucoup d'appréhension, mais j'ai été enthousiasmée par la lecture de ton ouvrage. J'invite vraiment nos auditeurs, nos internautes à le lire. Et je noterai aussi que dans ce livre, tu parles de Maître Sanviti et tu cites une de ces phrases, « Encore faut-il que la volonté politique existe ». Et j'en profite pour annoncer à nos amis internautes que nous nous retrouverons tous les trois et avec Éric Montana, c'est-à-dire tous les quatre, le jeudi de la rentrée, le 8 janvier. Donc, toi, Jean-Louis Zambert, Maître Roland Sanviti, Éric Montana et moi, pour une belle émission, j'en suis sûre. Ouais, merci beaucoup. Et je te remercie et remercier TVADP pour votre invitation, parce que vu le sujet que je traite dans le livre et les personnes que je mets en cause, et les propositions qui sont faites aussi, parce que comme tu l'as dit dans le livre, je compare dans la dernière partie les principales propositions des 3 principaux partis organisés nationalement, le PRCF, l'UPR et les Patriotes. Et je pense que ça peut être intéressant pour les gens. Oui, tout à fait. Et j'avais prévu d'en lire une partie, et puis non, je préfère que nos amis internautes se procurent ton livre et le découvrent par eux-mêmes. Bah, écoute, je te remercie de cette prise de parole et j'espère que ça servira aux internautes parce que c'est intéressant, les gens ne peuvent pas s'imaginer. La désinformation est telle au niveau des médias subventionnés et des milliardaires que les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a eu tout ce travail qui a été fait pendant des années par ces organisations, PRCF, Patriotes, UPR. Et ce travail est important parce que c'est un socle, c'est une base qu'il faut cimenter encore. Mais ça, le ciment, sont les gens qui vont prendre la truelle en allant rencontrer les responsables départementaux, des Patriotes, du PRCF et de l'UPR, et en discutant avec eux, parce que c'est là que les propositions vont s'affiner. Par exemple, avec actuellement, tu as, comme je le disais tout à l'heure, le PRCF qui est en train de travailler sur son nouveau programme politique, qui va affiner celui qu'il a déjà publié. Et c'est le moment ou jamais d'aller à la rencontre de ces militants communistes, des patriotes et de l'Union populaire républicaine. Tout à fait. Le drame, c'est que les dirigeants de ces partis souverainistes n'arrivent pas à se parler. Et comme tu le dis très justement, les choses vont bouger par le bas, par nous. Donc, oui, les internautes, retrousser les manches au boulot, quoi. À nous de jouer. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jean-Loup. C'est moi qui te remercie, Jackie. Chers amis internautes, nous allons nous quitter. Ce sera la dernière émission pour ma part du mois de décembre de cette année 2025. Je vous retrouverai donc le 8 janvier avec Jean-Louis Zambert et Maître Roland Sanviti. Mais les émissions continuent jusqu'à samedi et nous reprendrons le lundi 4 janvier. D'ici là, je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, à tous nos amis, et puis beaucoup de courage à nos amis agriculteurs que l'on soutient vraiment. Merci, à très vite. Au revoir.